Donald Trump et Vladimir Poutine doivent discuter de l'Ukraine cette semaine. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques instants sur CNN l'émissaire américain Steve Witkoff. Beaucoup de choses doivent encore être discutées, mais je pense que le président Trump et le président Poutine vont avoir une vraie conversation très positive dans la semaine. On va évidemment débattre avec nos invités parce que alors que Poutine affirme qu'il est prêt à discuter d'un cessez-le-feu, pendant ce temps, sur le terrain, son armée avance. Et on va retrouver sur le terrain du conflit nos envoyés spéciales Charline Hurel avec Camille Souhaut. Bonjour Charline. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain alors que les Ukrainiens ont peur non seulement d'une percée encore plus importante dans la région de Koursk, mais aussi à Soumy? Sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. Nous avons emprunté cette route qui mène directement à Soudja. Alors nous, évidemment, nous sommes restés du côté de la frontière ukrainienne. Les Ukrainiens l'appellent la route de la mort parce que sur les bas-côtés, on voit des voitures qui ont été frappées par des drones kamikazes. Il y a beaucoup de drones russes. D'ailleurs, ils maîtrisent le ciel, nous disent les soldats ukrainiens. Et puis, il y a des soldats, alors qu'on a vu qu'ils se retiraient parce qu'on a vu donc des pièces d'artillerie lourdes qui revenaient. On a vu des transports de troupes et surtout on a rencontré ces soldats qui avaient passé une partie de la nuit à opérer ces retraits. Et là, lorsqu'on leur demande quelle est la situation, ils nous disent la situation est absolument catastrophique. Nous avons quasiment perdu tous ces territoires que nous avions conquis. Là, ils nous informent que la majorité des troupes ukrainiennes ont opéré le retrait. Il reste quelques petites unités qui sont encore du côté russe, mais au niveau de la frontière, tout le monde est en train de se reculer. Maintenant, il faut consolider les lignes de défense ukrainiennes pour évidemment ne pas avoir une avancée russe qui avancerait vers cette grande ville de Soumy. Merci beaucoup Charline Hurel avec Camille Souhaut, nos envoyés spéciales, l'une des rares équipes internationales qui sont dans cette région extrêmement sensible et extrêmement dangereuse où les Ukrainiens se préparent à l'arrivée des Russes éventuellement. Regardez ce que dit Volodymyr Zelensky. Il dit: le long de notre frontière orientale, nous voyons des zones où l'armée russe accumule des forces. Cela indique une volonté de frapper notre région de Soumy. Nous en sommes conscients et nous nous y opposerons. Je voudrais que tous nos partenaires comprennent ce que Poutine est en train de faire. Le renforcement des forces russes montre que Moscou a l'intention de continuer à ignorer la diplomatie. La prolongation de la guerre par la Russie est évidente. Zelensky parle de paix et pendant ce temps, Vladimir Poutine durcit la guerre sur le terrain. On va aller plus loin avec nos invités. Accueillons Marc Semo, bonjour. Bonjour. Journaliste spécialisé dans les questions étrangères, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Vincent Crouzet, bonjour. Expert en renseignement, écrivain. Je rappelle votre dernier ouvrage, Comment vivre dans un monde en guerre. Elisabeth Shepard-Selam, bonjour. Bonjour, spécialiste dans les questions de défense et de sécurité, et également enseignante. Michel Derzanski, bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste également des questions étrangères, enseignant à l'ESJ Lille et auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. À quoi ça va servir cet entretien entre Trump et Poutine si Poutine fait ce qu'il veut sur le terrain? Alors, que lui pousse son avantage pendant que commence peut-être un jour d'éventuelles discussions, c'est assez classique. Les Russes l'ont fait en Géorgie au moment où Nicolas Sarkozy essayait d'arriver à un compromis de cessez-le-feu. Ils l'ont fait pendant qu'on discutait des premiers accords de Minsk, où notamment ils ont poussé pendant des jours en bloquant le processus de discussion pour arriver à prendre un nœud stratégique. Mais la vraie question, ça va être, effectivement, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Parce que jusqu'ici, Vladimir Poutine est resté très poli. Il a dit oui, nous sommes pour des discussions de paix, mais c'est pas un oui mais. C'est un non sauf. C'est-à-dire, le cessez-le-feu, c'est qu'une étape et encore, il n'est pas très crédible et c'est impossible de tenir un cessez-le-feu sur 2000 km de ligne de front. Et pour le reste, il faut répondre aux racines du conflit. Et les racines du conflit, c'est quoi? C'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, on conserve les territoires occupés plus... On prend l'intégrale des oblasts des 5 régions que déjà ils contrôlent en partie, démilitarisation de l'Ukraine, changement de gouvernement à Kiev. Donc effectivement, là, on a dit la balle est dans le camp de Poutine. Donald Trump est le seul à dire que ce que dit Poutine est encourageant.
On verra ce qui va se passer dans cette conversation téléphonique. Est-ce qu'il va comprendre qui est réellement son interlocuteur ou non? Et s'il ne le comprend pas, et s'il veut faire encore plus de pression sur l'Ukraine, alors qu'il a déjà concédé l'essentiel avant même que l'on rentre dans les discussions, cela risque d'être très préoccupant. Elisabeth. Moi, je pense que Donald Trump sait très bien qui est son interlocuteur. C'est ça le problème. C'est que on a déjà vu les directeurs des renseignements déjà se parler. On sait que Poutine et Trump se sont parlé depuis des années, depuis son dernier mandat. Le problème est plutôt, ils se parlent, mais pour confirmer, en fait, souvent les dires des Russes. C'est-à-dire mettre la pression sur l'Ukraine sans vraiment véritablement mettre une pression sur les Russes. Et moi, j'ai bien peur que cette appel, justement, confirme ce qu'on voit déjà en ce moment, c'est-à-dire qu'il accorde à peu près tout à Vladimir Poutine. On a entendu quand même Rutte, secrétaire général de l'OTAN, dire donc pas de l'Ukraine dans l'OTAN. On entend beaucoup aux États-Unis des paroles qui ressemblent fortement à ceux des Russes. Le problème, c'est que peut-être ça va plutôt entériner à des décisions prises à deux au lieu d'inclure, bien évidemment, les Ukrainiens. Vincent Crouzet, excusez-moi, je suis toujours en train de confondre dans ma tête Poutine et Trump. Trump propose et Poutine dispose. Je vous fais un effet, Marie-Aline. Pour tout dire, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a un traitement double standard entre les Ukrainiens et les Russes. Oui. Souvenez-vous, le 25 février, Vance et Trump nous avaient fait un foin parce que Zelensky avait prononcé le mot de Poutine tueur, ce qu'il confirme jour après jour, heure après heure, à Soumy et à Soudja. Et puis là, tout d'un coup, on ouvre les bras à Poutine et on ne pose aucune condition en fait de cesser le feu, d'arrêter les hostilités en fait du côté de Koursk et donc sur la frontière nord-est ukrainienne. Voilà, on leur ouvre les bras et puis. Il y a quand même une chose qui est très préoccupante, c'est le niveau quand même de très grande faiblesse de ceux qui accompagnent ces négociations côté américain. Il faudra quand même s'interroger. On a quand même un promoteur immobilier qui s'occupe de parler directement à Poutine, au président russe. Oui, parce que Steve Witkoff n'est pas un diplomate, hein. C'est un homme d'affaires dans l'immobilier et avocat également de Donald Trump. Marie-Aline, aucun n'est diplomate. Waltz et Rubio sont des politicards floridiens qui ne connaissent pas, qui connaissent très peu en fait l'état du monde. Donc là, on a un véritable problème de mise à niveau de la diplomatie américaine. Quand on pense surtout à Blinken et à ceux qui l'ont précédé. Et surtout quand on pense à ceux qui ont en face. Quand même, Rubio c'est-à-dire il connaît, il était quand même sur l'affaire, Foreign Affairs, la commission des affaires étrangères. C'est pire, il sait, mais il se plie à son patron. Donc il le fait en connaissance de cause. C'est encore pire que ceux qui, très clairement, ne sont pas des professionnels. Et surtout, ils ont face à eux des professionnels éprouvés, parce que Lavrov est absolument redoutable. Tu vois, vous vous souvenez, dans les mémoires de Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères, il racontait sa première rencontre avec Lavrov, qui lui montre un verre de jus d'orange. Il lui dit, ce jus d'orange est bleu, et si je dis qu'il est bleu, il sera bleu, il restera bleu. Michel Derzhansky. Pour reprendre juste votre question, la guerre, c'est le prolongement du politique. Donc aujourd'hui, les Russes continuent leur percée tant qu'il n'y a pas de trêve. Je dirais que là, ça fait partie de l'ordre des choses, aussi malheureux et aussi triste et aussi violent que ce soit. Après, sur qu'est-ce que vont se dire aujourd'hui le président Trump et le président russe, moi, ce que je redoute, en fin de compte, c'est qu'on entérine au niveau des Nations Unies, en fin de compte, parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même des relations internationales, et qu'on va entériner de façon douce et de façon explicite la possibilité de la disparition d'un peuple, d'une nation, d'un territoire, qui sera sans architecture de sécurité, qui sera neutralisé potentiellement, pour qui on n'a aucune considération en tant que tel, puisque je vous rappelle que les derniers mots de Donald Trump avant Riyad, c'était de dire si demain l'Ukraine disparaît, de toute manière c'était envisageable, c'est possible et ça peut advenir. Moi je rappelle simplement une chose, la dernière fois qu'on a envisagé qu'un peuple puisse disparaître, c'était entre 1935 et 1945. Qu'aujourd'hui ça puisse revenir dans une possibilité des relations internationales entre deux pays, parce que ça convient à l'un et à l'autre, sur des relations polycentrées, c'est-à-dire que à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et j'explique ça aussi à mes étudiants, donc je peux le faire là, c'est très simple, on considère qu'un conflit
doit se faire au sein des instances internationales de façon plurielle, de façon à trouver une solution, autant que faire se peut. Là, quand on arrive à des relations polycentrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pays à pays, en fonction de mes intérêts, pas forcément vitaux, de mes intérêts court-termistes. Parce qu'aujourd'hui, c'est des intérêts court-termistes. On ne sait pas si les intérêts des États-Unis, dans 5 ans, seront les mêmes qu'aujourd'hui. Mais sur du court terme, c'est cela. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun respect pour les valeurs qui ont fondé le droit international et les valeurs internationales. Mais pardonnez-moi, Michel Desanski, vous dites la dernière fois qu'on a accepté la disparition du pays, c'était d'un pays, c'était la Seconde Guerre mondiale. Oui. Là, et d'un peuple. Et d'un peuple. Mais Donald Trump, il n'est pas du tout pour donner le feu vert à Vladimir Poutine de continuer à avancer en Ukraine et d'exterminer le peuple ukrainien. Ça, c'est pas du tout le feu vert que Donald Trump veut donner à Poutine. Ça fait une grande différence. Mais de facto, c'est ce qu'il fait. De facto, c'est ce qu'il fait. Parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si demain, on ne peut pas garantir à l'Ukraine, sous quelque forme que ce soit, une architecture de sécurité, les Américains ne seront pas présents. On interdit, ou du moins, la volonté russe, c'est de dire pas d'Européens, pas d'OTAN, pas de présence de troupes. Donc ça veut dire, qui va être le garant? Personne ne va être le garant. Le risque, effectivement, c'est celui, non pas de l'extermination de tous les Ukrainiens, mais le risque, c'est celui de la disparition de l'Ukraine en tant qu'État. Et de fait... Oui, mais ça veut dire la disparition d'une nation. Oui, mais absolument. En tant qu'État-nation. Toute nation n'a pas nécessairement besoin d'un État par ailleurs, mais c'est la disparition de l'Ukraine en tant qu'État-nation. Mais si vous voyez le premier discours qu'avait fait en 2021 Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine, le long article qu'il avait fait, il niait l'existence d'une nation ukrainienne. Bah oui, il n'y a qu'une nation. Ce sont des petits Russes. Il y avait les Russes blancs, le Bélarus, les petits Russes, les Ukrainiens, et puis la Russie. Et puis il fallait fondre les 3 blocs slaves pour un ensemble slave. Donc effectivement, chez Poutine, il y a très clairement cette idée de la disparition de l'Ukraine comme nation.